Salut, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours le même plaisir pour moi de vous retrouver et de partager avec vous ces purs moments de bonheur autour de notre podcast Champion Story. Comme vous le savez, Champion Story, c'est une production de Pixel Live Studio qui vous fait découvrir et redécouvrir les champions d'aujourd'hui et d'hier. C'est un podcast aussi qui montre sous d'autres formes beaucoup plus décontractées, relax et digeste nos sportifs en activité ou encore les anciennes gloires du monde du sport burkinabé. Ils parlent de leur parcours, de leur passion et de leur réussite. Aujourd'hui, je reçois pour vous à Champion Story une autre figure ancrée dans le football burkinabé, notamment des étalons. Il s'agit d'Adama Guira. Milieu de terrain très teigneux, il va vite gravir les échelons pour se retrouver très vite au haut niveau. De la première promotion du centre de formation IFA Matruku à Bobo Dioulasso en 99, en passant par le Racing Royal et aussi Djurgården IFC donc en Suède et aussi Sonderich au Danemark et également au Racing Club de Lens, il a réussi à traîner sa bosse avec beaucoup de succès un peu partout en Europe occidentale, mais aussi en Europe du côté de la Scandinavie. Adama Guira, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Kader, bonjour à toutes et à tous. Alors, Adama Guira, d'entrée, si je te demandais de te décrire en 3 mots, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, de me décrire Oui. en tant que... Bon, là, actuellement, je suis un ancien Tout à fait. footballeur, Oui. voilà. Ouais. Donc, là, on parle plus de football. Oui. Peut-être que je pourrais me décrire en tant qu'homme. Oui. Voilà, je pense que après cette carrière de footballeur, Oui. je suis un homme très enrichi culturellement. Oui. Un homme qui a quand même une culture générale très développée. Oui. Et voilà, je suis un Burkinabé, Oui. un homme voilà, que je pense simple Oui. et je suis dans l'humilité. Voilà. Alors, moi, je retiens humilité, simplicité et très cultivé. À la place de cultiver, j'allais ajouter un homme intelligent, parce qu'on va y en venir. Alors, comment est-ce qu'on se souvient d'Adama Guira? C'est les étalons, c'est le Racing Club de Bobo Dioulasso, ou bien c'est même la carrière professionnelle du côté de l'Europe? Bon, je pense que peut-être qu'un peu de tout, hein, Oui. un peu de tout. D'abord, les étalons, parce que je dirais que peut-être que je suis l'un des seuls à avoir gravi Oui. toutes les échelons, Oui. les échelons des sélections du Tout à Burkina fait. Faso. Les cadets, les U17, les U19, les espoirs, oui, les espoirs et les et seniors. la sélection A. Tout à fait. Voilà, j'ai On va même été décortiquer capitaine tout ça. en espoir. Oui. Et voilà, donc c'est un peu ça au niveau des sélections. Au niveau club aussi, je pense que j'ai été le plus jeune capitaine dans l'histoire du Racing Club de Bobo Dioulasso. Tout à fait. Voilà, donc avec à la clé une Coupe des Faso gagnée. D'accord. Donc en club, je dirais que c'est un peu ça ici. Et en Europe, bon, c'est peut-être une campagne d'Europa League un peu réussie avec voilà, mon club danois, où nous sommes également Sonderich, où nous sommes rentrés aussi dans l'histoire du club en 2016. Oui. Voilà, c'était ce qui n'était pas jamais arrivé dans ce club. Donc je pense que voilà, grosso modo, c'est un peu ça que je peux retenir. Alors, tout commence à IFA Matruku en 99 avec Daouda Sanou Famoso. Que de souvenirs d'enfance, le gamin qui rêve de devenir footballeur, c'est le début de l'histoire. Oui, effectivement, à Bobo Dioulasso, voilà, et comme tout jeune de mon âge à l'époque, on tapait dans le ballon dans les quartiers et un peu de façon désordonnée par amour. Et voilà, j'ai eu la chance d'intégrer ce centre depuis l'âge de 13 ans. Donc, avec un grand monsieur que vous venez de citer. Donc, nous avons eu la chance non seulement d'être formés comme joueurs de football, mais aussi comme des hommes. Voilà, donc c'est ce que je retiens de ce passage à IFA Matruku. Alors, ton coach formateur, Famoso, quand je l'ai eu au téléphone pour dire que j'allais rencontrer Adama Guira, il m'a dit ce que lui retient de Guira, c'est son intelligence de jeu, mais en même temps, il avait un pincement au cœur parce qu'il dit qu'au départ, il sentait qu'il y avait des difficultés dans la motricité.
le déplacement sur le terrain. Alors, ce qui fait qu'au lieu de te faire jouer au début comme au milieu de terrain, tu as débuté comme latéral. Oui, effectivement, c'est Oui. vrai. Bon, c'est un technicien, c'est le connaisseur du football. Oui. Il y a ce qu'on on souhaite pour soi-même, mais il y a ce que les autres voient que nous ne savons pas. Effectivement, quand je suis allé au centre, je voulais tout de suite, parce que dans le quartier, j'ai dit je suis milieu de terrain, les gens disent ouais, tu es fort, tu es fort. Mais arriver là-bas, c'est autre chose. Oui. Donc, Famose, effectivement, avait détecté que j'avais certains problèmes à ce poste. Et pour corriger ces problèmes, il a voulu que je joue d'abord latéral. Oui. Voilà, pour corriger ma technique de course. Effectivement. Bon, et c'est après ça, à un moment donné, il a dit bon, maintenant, tu peux jouer au milieu de terrain. Et je suis passé au milieu Il de m'a terrain. dit après, c'est lors d'un tournoi à Nabakango avec Feu Nofo Ouedraogo, à qui nous rendons tous nos hommages, que tu es devenu pleinement milieu de terrain et tu as assumé pleinement le rôle de milieu relayeur. Oui, voilà, comme je le disais tantôt, voilà, et le coach, il avait estimé que bon, après quelques passages comme latéral droit, que j'étais fin prêt à évoluer au milieu de terrain. Et comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup la tactique, il aime déjouer les plans de l'adversaire, effectivement, lors de ce tournoi, et nous jouons contre des équipes venues du Mali, du Ghana, qui étaient un peu plus forts que nous physiquement, voilà, vu leur âge avancé. Donc, pour les contrer, Famose avait estimé que nous devions jouer avec un milieu à 3 avec une pointe basse. Donc, c'est à ce moment qui m'a fait rentrer au milieu de terrain. Et voilà, ça a été un succès pour moi. Donc, depuis ce moment, je suis resté à ce poste. Oui. Alors, au plan local, c'est le Racing Club de Bobo-Dioulasso où tu as aussi gravi les échelons. Hein. On t'a vu d'abord joueur, après porter le costume de capitaine pendant de longues années avant de t'exporter. Ça ne t'a pas effleuré l'esprit à un moment donné de changer de club? Parce qu'en son temps, il y avait le Racing Club, mais il y avait aussi la SFB, les fonctionnaires de Bobo qui cartonnaient. Oui, il faut dire que quand nous avons quitté la Coupe d'Afrique des Nations U17 en Gambie à l'époque, voilà, nous sommes rentrés au pays, on était courtisés un peu partout par les clubs. Bon, moi, je continuais l'école, donc j'ai vu que ça allait me désaxer un peu. Il y a l'EFO qui me voulait à l'époque, voilà, de venir à Ouagadougou, bon, une ville aussi cosmopolite, une ville où il y a trop de bruit. Exactement. Donc je le sentais pas forcément. Donc je voulais continuer mon cursus scolaire et pour chercher plus de stabilité. Et il y a monsieur Dr Kassoum Traoré, qui est actuellement président de Tenakourou, et aussi le docteur Bonkoungou à l'époque, qui ont tout fait pour que je reste au Racing, voilà, et pour continuer ma carrière. Donc j'avais 17 ans. Donc je suis arrivé au RCB avec Brahma Traoré comme entraîneur, et il a vu en moi quelqu'un de rassembleur et quelqu'un qui se soucie un peu des autres. Donc bon, c'est pour ça qu'il a décidé de me confier le brassard de capitaine étant le plus jeune de l'effectif. Alors ça, c'est toute une histoire. Hein. En son temps, tu alliais l'école et le football. C'était facile? Oui, effectivement. Bon, je n'ai jamais abandonné l'un pour l'autre. C'est juste qu'arrivé un peu en classe de terminale, que nous sommes allés encore à Coupe d'Afrique Junior, si je ne m'abuse. Et là-bas, j'ai été détecté avec Issouf Sanou pour l'Espagne. Donc voilà, le chemin était déjà clairement tracé. Voilà, je ne pouvais plus concilier le foot avec l'école. Donc voilà, je suis parti en Espagne pour commencer à vivre ce rêve de footballeur professionnel, oui. Alors, tu quittes le Racing de Bobo pour l'Europe. Comment est-ce que la famille t'a accompagné dans ce rêve-là? Parce que là, ce n'est plus les deux que tu devrais allier, mais tu devrais faire maintenant le choix pour le football. Oui, il faut dire que j'ai toujours été accompagné dans ce que je faisais. Voilà, en famille, je suis d'une famille où les gens sont assez compréhensibles. Voilà, on m'a soutenu. Voilà, mais on n'a jamais, le papa, son âme n'a jamais voulu que je laisse l'école pour le foot ou l'autre. Voilà, il disait bon, tu vas jouer au foot, mais je veux que tant que tu travailles bien à l'école, moi ça me va. Voilà, je dirais que bon, j'avais peut-être même d'autres frères qui étaient plus talentueux que moi au foot. Voilà, par exemple le troisième du nom de la famille, je dirais que
s'il avait continué au football, peut-être qu'il serait au Real Madrid. C'était le plus talentueux. Mais bon, après, c'est Dieu faisant les choses. C'est moi qui ai eu la chance d'aller en Europe. Oui, c'est ça. Ok. Alors, le départ en Europe pour la carrière professionnelle, c'est d'abord l'Espagne qui t'accueille, le CF Gava en 2009. Plus une année après, c'est Alicante FC en 2010. Parle-nous un peu de ces débuts de carrière pro. Oui, bon, il faut dire que au début, quand nous partions en Espagne, c'était dans l'espoir de continuer à progresser. Voilà, nous étions dans le sillon d'un groupe d'agents espagnols qui avaient des plans pour nous. Voilà, et pour moi, Africa. Voilà, en corrélation avec le Racing Bobo, dont nous étions des pionniers de ce contingent de joueurs burkinabés qui devaient aller en Espagne. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Nous sommes allés dans un pays où nous ne connaissions rien. Donc il fallait tout apprendre à zéro, ou un pays qui est, je dirais, en termes de talent, en termes de connaissances footballistiques, le premier au monde. Donc tu vas de l'Afrique dans un pays comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça. Alors, après l'Espagne, il y a eu le détour du côté de la France au Racing Club de Lens. Une courte aventure. Pourtant, on attendait beaucoup parce que c'était l'un des championnats qu'on voyait le plus au Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, déjà, je sortais d'une campagne européenne très réussie au Danemark. Une campagne européenne vraiment réussie et j'avais beaucoup de clubs qui voulaient me faire signer. Voilà. Mais dès que j'ai entendu le nom du Racing Club de Lens, j'ai dit non. On ferme tout. Et on va en France. Je vais à Lens parce que là, à 17 ans déjà, mon premier voyage en Europe, c'était à Lens. Il y avait un directeur technique qui était ici, Jean Macagnon. À l'époque, voilà, c'est lui qui nous avait fait une tournée en Europe. Et c'est le centre de formation de Lens, la Gaillette, qui nous avait accueillis à l'époque. J'avais cette image dans ma tête. Donc j'ai dit, quand j'ai entendu parler de Lens, j'ai dit je m'en vais là-bas parce que c'est un club que j'ai déjà visité. Donc voilà, j'ai tout de suite décidé d'aller à Lens. Quand je vais à Lens, bon, il faut dire que le début se passe bien pour moi. Mon premier match titulaire à Valenciennes, derby, je prends un carton rouge à la 8e minute de jeu. Oh là là. Ouais, donc après, je reviens, il y a la CAN. Voilà, il y a la CAN avec à l'époque Paulo Duarte. Je n'étais pas titulaire en sélection, mais j'étais quand même là. J'étais appelé. Voilà, donc je devais aller à la CAN. Je viens à la CAN avec tout ce que vous savez. Bon, quand tu viens à la CAN, au mercato, les championnats voilà, continuent, mercato, ils ont des milieux de terrain, ils ont recruté des milieux de terrain, je reviens, premier entraînement, je me blesse à la cheville. Bon, c'était un tas de problèmes. Mais après, c'est moi-même qui demande à quitter Lens. Voilà. Les directeurs sportifs de l'époque, ils étaient là, Didier Roudet et tous les gens de l'administration, ils m'ont toujours dit non, Adama, tu pars pas. J'ai dit non, je me sens pas bien, je veux partir. Voilà, j'avais déjà d'autres clubs encore au Danemark et JF qui voulaient que je vienne. Donc du coup, moi j'avais envie de jouer. Voilà, en fait la direction était un peu à couteau tiré avec le coach de l'époque, Alain Casanova. Il ne partait pas dans leur philosophie, etc. Moi, je voulais pas patienter. J'ai dit non, moi j'ai envie de partir. Je suis même parti à 0 francs. Voilà, pour les deux parties, on a juste rompu le contrat à l'amiable et j'ai signé au Danemark encore, à EGF, un très grand club, le deuxième club le plus historique du pays. Je suis parti pour une nouvelle aventure parce que j'avais envie de jouer et je suis allé jouer là-bas. Alors, Guira, quelle est la plus grande leçon que le football t'a apportée? La plus grande leçon? Bon, je dirais que il y en a beaucoup, hein. Une ou deux leçons? Il y en a beaucoup. Le football te donne beaucoup de leçons, en fait. Beaucoup de leçons. Peut-être que j'ai fait pas mal de mauvais choix. Ah oui? Dans ma carrière, oui. Ça, c'est vrai. J'ai fait pas mal de mauvais choix et j'ai peut-être un peu trop écouté les opinions des autres avant de prendre des décisions. Ça, ça a été des erreurs que j'ai... Est-ce que ce n'était pas lié au garçon poli que tu as toujours été? Oui, c'est vrai. Toujours écouter les conseils voilà, avant de trancher sur une décision. Vous n'avez pas tort. Je pense que ce sont les erreurs
que j'ai eu à commise, peut-être pas que je regrette, mais que j'aurais dû les faire d'une autre manière. Autrement? Voilà, j'ai pris certaines décisions, pas pour moi, mais pour les autres. Voilà, et ça fait que je ne dirais pas que j'ai eu une mauvaise carrière, mais ça a empiété un peu sur ma carrière. Voilà. J'aurais pu avoir mieux si j'avais mieux décidé. Oui. Le secret pour durer dans le football, pour avoir une longue carrière de footballeur, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est le principal, c'est la discipline. Voilà, c'est la discipline, c'est le mode de vie. Il n'y a pas plus. C'est la discipline, le travail et le mode de vie. Le mode de vie, on met l'hygiène dedans? Voilà, l'hygiène de vie. Quand on change ça, on peut jouer jusqu'à 48 ans, je pense. Ah oui? Oui, parce que déjà, le footballeur, tu fais beaucoup de choses extra au football qui jouent sur ton football, en fait. Voilà, sans que tu t'en rendes compte, mais ça raccourcit ta carrière. Voilà, tous les footballeurs qui ont une longue carrière, ça a été généralement, bon, on peut mettre les blessures aussi sur le coup de la chance, ça arrive. Mais généralement, voilà, ceux qui sont les plus disciplinés et les plus travailleurs, ceux qui font le plus attention, c'est eux qui vont loin. C'est eux qui font une longue carrière, en fait. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait des secrets. C'est vrai qu'après, la chance accompagne parce qu'on a vu des joueurs aussi qui se sont blessés beaucoup de fois sans avoir été forcément des gens qui n'étaient pas disciplinés. Voilà, ça peut arriver. Voilà. Mais bon, ce qui est logique, en tout cas, c'est ceux qui sont les plus disciplinés, les plus travailleurs qui font une longue carrière. Oui. D'accord. Alors, comment tu faisais pour avoir l'équilibre entre le football, la famille et les voyages? Parce que quand on regarde la carrière, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est le Danemark, c'est la Suède, c'est même la Chine. Oui. Alors qu'à un moment donné, on avait compris que la famille était restée en Espagne. Oui, bon, il faut dire que c'est vrai, c'est pas facile avec on ne trimballe pas la famille un peu partout. Voilà. En tout cas, ce qui est de mon cas, voilà, j'ai pas eu à trimballer un peu trop la famille avec moi et tout le temps. Voilà, il y a eu des moments où la famille est restée un peu stable à des points. Bon, par exemple, au Danemark, j'ai fait 7 ans. J'étais avec la famille, tout se passait bien. En France également, on était ensemble. Mais bon, lors des voyages comme la Chine, on l'a spécifié pour l'éducation un peu des enfants. Bon, on a dû faire le choix de maintenir la famille sur place. Et puis voilà, moi, je faisais les va-et-vient. Voilà, c'est ça. Qui était la première personne que tu appelais après une victoire importante? Bon, c'est peut-être ma femme ou les enfants. Voilà, généralement, c'est les premières personnes qu'on appelle après un match, oui. Quelle est la valeur familiale que tu as pu transmettre à tes enfants? Oui, moi je pense que la famille... Parce que j'ai beaucoup regardé quand j'étais officier média. Oui. Avec l'équipe, on voyageait ensemble. Je sais où vous voulez en venir. Je vois un peu. Non, mais toujours les filles, jamais loin. Bon, je ne dirais pas que c'est un secret. Bon, là, je joue pas. Peut-être que ça peut être important, ce que je vais dire. Voilà, c'est pas un secret. Avant les matchs aussi importants, vous avez été témoin. Je sais pourquoi vous dites ça. Bon, j'appelais ma maman. Voilà, avant d'aller au match. Voilà, elle savait aussi. Elle savait que je jouais. Généralement, les mamans, vous savez, elles n'ont jamais le téléphone à côté. Mais quand elle apprend par hasard qu'il y avait match, elle gardait le téléphone à côté. Et c'est elle que j'appelais avant d'aller au match. Tout à fait. Voilà, mais paradoxalement, après le match, quand on gagne, c'est pas elle que j'appelle en premier. C'est madame qu'on appelle. Voilà. C'était un peu ça. Maman au départ, et après madame. C'est ça. Oui. C'est bien choisi. Alors, Adama Guira, après tout ce parcours-là, c'est un homme polyglotte qu'on a découvert. Le français, l'anglais, l'espagnol, le danois, je m'y connais pas trop, mais j'étais plusieurs fois vu en train de parler toutes ces langues-là. C'est quoi la facilité pour toi d'apprendre ces langues? Bon, je dirais que d'abord, c'est la curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux et très observateur. C'est vrai que, voilà, l'anglais, je ne le parlais pas couramment. C'est quand je suis allé en Europe, effectivement, dans certains clubs. Bon, déjà en Espagne, l'espagnol, il est similaire au français. En 6 mois, moi, je parlais déjà espagnol. Quand je suis allé en Espagne. En 6 mois, je parlais espagnol parfaitement. Voilà, sans aller à l'école ni apprendre.
Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mots qui étaient similaires au français. J'ai regardé la télé tout le temps en espagnol. J'ai appris ça très rapidement. Et c'est quand je suis allé aussi au Danemark, puisque c'est un pays qui est bilingue, l'anglais et le danois, j'ai commencé à pratiquer mon anglais. Et je peux m'exprimer tranquillement en anglais aujourd'hui sans aucun souci. Oui. Voilà, et la langue locale, ça, oui, je faisais souvent des cours de danois. Ah, d'accord. Moi, je suis curieux, j'aime apprendre les langues. Oui. Je faisais souvent les cours de danois et c'est comme ça aussi que je peux parler cette langue, voilà, moyennement, disons. Donc, je dirais que c'est cette langue-là que je peux parler. Ça a peut-être facilité aussi ton intégration dans ces différents clubs-là. Oui, effectivement. Voilà, quand on veut s'intégrer, il faut apprendre la culture du pays, de là où tu es. Ça facilite beaucoup l'intégration. D'accord. Ok, alors Guira, je vais te montrer une image. Tu vas me dire qu'est-ce que cette image-là te donne comme souvenir, qu'est-ce que ça reflète pour toi. La première image. Ah oui, Monsieur Daouda Sano Famoso. Oui. Ben, qu'est-ce que je peux dire de ce monsieur? En fait, je ne sais pas si il existe dans le dictionnaire de Larousse un mot élogieux envers une personne pour décrire Famoso. Voilà, le mot serait petit en fait. Oui. Donc c'est un monument, c'est une bibliothèque. Rien, si vous causez juste 1 heure de temps avec ce monsieur, ben vous apprenez tout de la vie. Voilà, je trouve qu'il est, voilà, il n'est pas valorisé à sa juste valeur. C'est l'impression que j'ai aussi. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, parce que tout ce que je dirais, ça ne sera pas assez galvaudé pour le décrire. Le qualifier. Voilà, c'est ça. D'accord. En tout cas, j'ai aussi échangé avec lui. Je lui ai même dit qu'il serait intéressant un jour qu'il passe sur mon plateau parce qu'il est à la base de beaucoup de carrières. Il y a toi, il y a Charles Kaboré, il y a aussi Issoufou Dayo qui avait fait un peu un passage, et plein d'autres, un passage dans son centre de formation. Alors, Guira, cette fois-ci, on va parler des étalons. Alors, ton parcours, tu l'as dit, c'est les petites catégories U17, U19. Après, c'est les étalons A. Par contre, U17, U19, titulaire, même par moment capitaine avec les espoirs. Et puis, chez les A, c'était pas trop ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il faut dire que, comme vous l'avez dit, les A, c'est un peu le summum. Voilà, je suis arrivé, déjà, je joue dans des clubs moins huppés que les autres. Ça, c'est déjà un facteur aussi important. Aussi, le poste que je joue, il a toujours été occupé par des tauliers de l'équipe. Voilà, Raïm Ouedraogo qui a été capitaine, il a été milieu défensif. Alain Nana, milieu défensif, capitaine de l'équipe nationale. Mahmoudou Kéré, milieu défensif, capitaine. Et après Kéré, Charles a joué avec Kéré. Après Kéré, Charles, il est là, capitaine de l'équipe. Donc, du coup, ça ne facilite pas la tâche à des personnes qui ont pratiquement le même profil. Voilà, parce que généralement, c'est des gens qui sont là, qui s'installent et qui ont du vécu et qui doivent jouer. Tout à fait. Donc voilà, si tu as la malchance d'être là au moment où ces joueurs-là sont là, il faut juste passer de jouer le second rôle. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. C'était juste. En tout cas, tu as toujours joué ce second rôle-là et convenablement. Peut-être aussi, comme je le disais tantôt, c'est peut-être ta politesse aussi qui t'a fait accepter ce second rôle-là. Sinon, on a vu certains joueurs aussi à un moment donné qui ne supportaient plus d'être le second couteau du poste et qui ont revendiqué à un moment donné même la possibilité de pouvoir jouer. Bon, ça c'est une question de personne, je dirais. Voilà, je ne dirais pas que c'est mauvais, voilà, mais pour moi, il faut revendiquer les places par le travail. Voilà, par le travail. Il faut montrer qu'on peut jouer. Voilà, moi je pense que peut-être j'étais pas meilleur à ces gens, sinon j'aurais joué. Chaque entraîneur fait jouer des gens qu'il estime qu'ils peuvent le faire gagner. Aucun entraîneur ne veut perdre. Voilà, si j'étais meilleur que Charles ou les autres, j'allais jouer. Ils étaient meilleurs que moi.
Donc, il faut accepter Ouais. et puis travailler. Voilà, c'est tout. Alors, quand tu étais en sélection, tu as partagé la chambre avec Alain Traoré, depuis les petites catégories Oui, oui. jusqu'à un certain âge. Comment se fait la cohabitation avec un joueur ou avec un homme, je vais dire comme ça, Oui. qui est différent de toi? Oui. Alain Traoré, c'est beaucoup plus de Ouais, chaleur, c'est ça, d'énergie, c'est ça, de fougue. c'est ça. Par contre, toi, c'est beaucoup plus posé, tranquille, qui ne veut pas trop déranger. Voilà. Bon, on dit que voilà, c'est les opposés qui doivent s'assembler en fait. Oui. Donc, moi, déjà, toujours en sélection, il n'y a pas eu qu'Alain. Après Bertrand, les gens même réclament pour dormir avec moi, pour être Oui. cochambré avec moi. D'accord. Pourquoi? Parce que quand tu es avec moi, c'est sûr que tu ne vas jamais aller en retard. Ouais. Voilà, tu ne vas jamais aller en retard À l'entraînement? à l'entraînement Oui. ou aux réunions. Mhm. Et tu ne vas jamais manquer une information. Parce que voilà, je suis attentif à ces choses. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, donc, comme je ne vais pas aller en retard, je vais dormir avec Gira Oui. dans la chambre. Donc, avec Alain, c'était, bon, le courant, il passait parfaitement. C'était, voilà, parce qu'il sait que je vais toujours l'embêter, je vais toujours faire en sorte qu'il soit à l'heure. Oui. Donc, il voulait être avec moi. Oui. Ça s'est passé naturellement sans problème. Je dirais même qu'Alain, c'est la première personne Oui. qui m'a fait rentrer dans une boîte de nuit. Ah oui? Oui, ouais, ça il y a longtemps, ça, Oui. c'était quand on avait quitté les camps cadets et tout. Tout à Il fait. est venu me faire sortir à la maison pour aller là-bas. En boîte de Donc nuit. voilà, c'est la seule personne qui, comme on le dit couramment, qui met moyen en fait, qui Oui. peut dire voilà, fais ça, bon, et qui peut me convaincre de le suivre pour faire quelque chose. Tout à fait. Voilà, mais tout n'est pas mauvais parce C'est ça. qu'Alain aussi, il m'a appris beaucoup de choses. Voilà, il m'a fait savoir que des fois, voilà, il faut. C'est pas que j'ai pas du caractère. Des fois, il faut réclamer certaines choses et que ça te donne de l'autoconfiance en fait. Tout à fait. Donc voilà, j'ai aussi appris à ce côté. Oui. Alors, Cannes 2021, Charles n'est pas là, tous les joueurs de milieu que tu as cités, tout est derrière toi. C'était pratiquement comme le moment de Guira. C'était le moment où Guira devait prendre pleinement ses responsabilités et assumer ce poste de milieu de terrain-là. Comment tu l'as vécu? Oui, bon, Yaoundé. moi j'ai dit que j'étais prêt, il n'y a pas de souci, puisque j'ai déjà même quand les autres étaient là, ma voix portait au sein de l'équipe. Je parlais, j'essayais de guider les autres, ma voix portait, j'étais prêt, j'avais de l'expérience déjà. Donc du coup, bon, il faut dire que ça n'a pas été facile même d'intégrer la sélection à ce moment, il fallait toujours prouver. Tout à fait. Donc voilà, Kambou Malo à l'époque, il m'a fait confiance, il m'a fait appel et voilà, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de bons joueurs à ce poste, il y en avait beaucoup. Mais bon, comme je le disais au début, j'ai su convaincre le coach voilà, par les performances sur le terrain et j'ai maintenu ce poste. Voilà. Tout s'est bien passé au match de classement où tu es suspendu, tu ne joues pas. Un match, je n'ose pas dire catastrophique, mais qu'on a vécu difficilement. On était ensemble dans les tribunes. Comment tu as vécu ce match de classement Burkina-Cameroun où on perd au tir au but après avoir mené 3-0? C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Voilà, comme j'étais suspendu, je n'ai pas joué ce match, mais c'est un match qui va rester gravé dans notre mémoire un peu négativement parce que voilà, tu mènes 3-0, tu te fais remonter, tu perds la 3e place. Ça gâche tout de la CAN en fait. C'était une CAN, je dirais, presque parfaite. Bien parti pour être correct. Une CAN plus que correcte parce que tu perds contre le Sénégal en demi-finale. Qui remporte le trophée. Oui. En plus, avec, on est arrivé un peu très fatigué au match de cette demi-finale parce qu'on a fait les prolongations contre le Gabon, tir au but. Après, on gagne la Tunisie. Voilà, on perd Dango. Et voilà, l'équipe arrive vraiment fatiguée. On perd contre le Sénégal et on va pour le match de classement qui commence très bien et après qui se termine de cette manière. Je dirais que bon, j'ai des regrets. J'aurais pu ne pas prendre ce carton et jouer ce match. Peut-être que ça allait être différent. C'est vrai. Oui, parce que bon, il y a eu des moments où la gestion du match, voilà, entre les joueurs sur le terrain n'a pas été correcte. Voilà, donc on ne peut pas mettre la faute seulement sur l'encadrement technique, qui a certes sa part de responsabilité, mais bon,
aussi au niveau du terrain, quand le match arrive à ce niveau, il y a des leaders qui doivent prendre le devant pour dire c'est qu'on fait. L'équipe est fatiguée, on est sous pression, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut perdre le temps, il faut faire ceci, il faut faire cela, on joue à 4 derrière, on joue à 5. Qu'est-ce qu'on fait entre les joueurs? Des fois, bon, et là vous échangez et puis vous trouvez la solution. Voilà, c'est ce qui avait manqué dans ce match aussi. Alors, en 2023, en Côte d'Ivoire, avant qu'on y arrive, déjà, tu t'apprêtais à annoncer, ou tu l'as même annoncé, que ça va être ta dernière CAN. Après 2-3 matchs, sinon le deuxième, deuxième match, oui. Une grosse blessure. Est-ce que c'est de cette façon-là que tu avais prévu de sortir, d'arrêter la carrière? Non, pas du tout. Pas du tout. La réponse est très simple. Pas du tout. Moi, je pense que c'est la CAN que j'avais le plus préparée. La CAN en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai pris les vacances un peu tôt. J'ai commencé à m'entraîner. Et je dirais que c'est la meilleure préparation que j'ai faite. Déjà, on a fait des matchs amicaux. Oui. En Iran, à Dubaï, contre le Congo, oui. Contre l'Iran, je me sentais parfaitement bien. Et on vient, on gagne la Mauritanie, le premier match. Moi, c'était bien. Pour moi, j'étais bien. J'allais aller. Le plan se déroulait bien. Voilà, crescendo, quoi. J'allais aller crescendo et puis voilà, j'avais plus de confiance. Mais bon, comme vous l'avez dit, bon, contre l'Algérie, au deuxième match, je pense 23e minute, quelque chose comme ça. Moi, de toute ma carrière, je n'ai même pas vu un coéquipier qui a eu cette blessure. Je ne l'avais jamais vu dans aucun de mes clubs. Donc, voilà. J'en ai entendu, oui, rupture du tendon d'Achille, mais je n'avais jamais vu. Donc, voilà, elle arrive comme ça, elle est sur le terrain. Bon. Donc, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais même pas que c'était vrai, que j'étais blessé. Voilà, il y a des collègues, même, je me rappelle, Dayo, Steve, il dit non, tu vas jouer. Toi, tu ne peux pas être blessé. Il dit, mais je ne suis pas un robot quand même. Voilà, donc, c'est ça. Ok, alors, une carrière qui finit, c'était prévu qu'après la CAN, tu allais arrêter, mais peut-être qu'en club, ça allait continuer quelques années quand même. Oui, non, je sentais que, bon, voilà, toute chose a une fin. Donc, moi, je disais, bon, en sélection, il fallait que je laisse tomber. Oui, en club, j'étais même sur le point de signer un autre contrat en Chine. Ah oui? Oui. Après le match de la Mauritanie, j'étais en discussion avancée avec un club de première division chinois. D'accord. Et voilà, j'allais continuer peut-être 2 ou 3 années encore à jouer en club, mais au niveau national, oui. J'avais déjà décidé d'arrêter voilà, après la CAN. Mais je n'avais pas décidé d'arrêter encore ma carrière de footballeur. Mais cette blessure, elle arrive, elle est longue, 7 mois, 8 mois. Après, je commence à courir. Je ne me sens pas en confiance. Les sensations ne sont pas bonnes. Et j'ai peur. Je me dis, bon, peut-être que ça va lâcher encore. Les sensations ne sont pas bonnes, je ne le sens pas. Il faut que ça me demandait beaucoup de travail en fait. Je me suis dit, bon, est-ce la peine de forcer? Est-ce la peine de forcer? Et bon, je n'ai pas eu peur de... Les gens ils disent, bon, tu as peur de la reconversion, qu'est-ce que tu vas faire? Non. Moi, je suis quelqu'un, je pense que j'ai une intelligence situationnelle. Voilà, je peux m'adapter à tout. D'accord. Voilà, je peux m'adapter. Aujourd'hui, je peux me lever. Bon, j'ai dit, je ne suis plus à l'UFOA, je vais être entraîneur. Et je pense que je peux le faire tranquillement. Voilà, je peux pas. Je dis, bon, je ne veux pas être entraîneur, je sais pas. Je vais être maçon, je vais être un très bon maçon. Voilà, donc, je ne me suis pas inquiété. Je me suis dit, bon, je vais arrêter, j'arrête. Voilà, parce que là, je ne veux pas faire une année. Et après, oui, et c'est vrai, il faut le souligner. J'ai aussi été diagnostiqué encore... comment dirais-je, d'une tendinite au niveau du genou parce que le fait de rester trop voilà, sur un pied avec les béquilles et tout, ça m'a provoqué un autre dégât sur l'autre pied. Donc je me dis, ah non, bon, c'est bon, voilà, on arrête et puis on passe à autre chose. C'est ça, oui. Est-ce que cette blessure en Côte d'Ivoire est a été le moment le plus difficile dans ta vie, dans ta carrière? Bon, j'étais pas triste pour moi en fait. C'est bizarre parce que c'est la seule CAN où déjà ma femme vient à la CAN. Il y a mon grand frère qui vient, où ma famille est réellement présente. Tout à fait. Voilà. Mais
ils viennent. J'étais plus triste pour eux que pour moi-même, en fait. J'étais plus triste pour... Je vois que tous les gens qui sont autour de moi, je reçois des messages. Même les coéquipiers, j'ai vu Kofi ces jours, son visage, il n'était pas bien. Tout à fait. Mais moi, j'ai rigolé parce que c'était... J'étais plus triste pour eux que pour moi. C'est vrai, c'est le lendemain, j'avais mal, mais je ne pensais pas, je ne vais pas jouer cette CAN, c'est difficile. Mais quand je voyais le visage de certains de mes coéquipiers et de ma famille, ils étaient tout tristes. Tout triste. Donc je me suis dit, j'étais plus triste pour eux parce qu'ils auraient voulu me voir quand même continuer cette CAN, jouer parce que c'était à côté de nous, c'était au Burkina. J'ai même un fan club qui s'est déplacé, tous les quartiers. Bon, c'est ce qui m'a plus attristé, mais pas ma blessure en tant que telle. Voilà. Okay. Un peu ça. Alors, je vais te montrer la deuxième image. Tu me diras ce que tu en penses. Ah oui, oui, bon, ça, vous voyez un peu la tête des gens, voilà, le docteur qui est derrière, voilà, Kofi qui est là. Bon, il y a certains qui n'apparaissent pas sur la photo, mais bon, c'est triste, ça, c'est quand j'ai quitté le groupe, voilà, quand j'ai quitté le groupe. Pour regagner Abidjan, voilà, prendre le vol pour exactement, exactement. Donc, c'était des moments difficiles, hein? Très difficile pour moi. Bon, c'est comme, voilà, tu as abandonné la guerre, quoi, comme on le dit. Mais voilà, jusqu'à ce moment, il y a certains coéquipiers qui disaient, donc, Chira, c'est fini, tu nous abandonnes, quoi. Je dis, mais comment tu veux, est-ce que je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? Voilà, j'ai qu'un pied. Je me rappelle quand ils sont venus te voir dans la chambre, il y a certains qui t'ont dit, mais écoute, c'est quoi tu fais ici? Lève-toi, on va aller s'entraîner. Parce qu'ils pensaient toujours, ou du moins peut-être qu'ils raillaient, mais ils croyaient toujours à un miracle que tu pouvais revenir sur le terrain. Oui, surtout Dayo. Dayo, lui, je me rappelle, il me dit, non, c'est pas vrai. Faut partir à Abidjan, tu vas revenir jouer. Je dis, comment je vais revenir? Je dis, je peux même pas m'arrêter sur le pied. C'est fini, le docteur l'a dit, j'ai une rupture de tendon d'Achille. Il y a certains collègues, ils me rappellent, quand ils touchent le pied, il y a un trou. Je dis, mais comment je peux jouer avec ça? Vous êtes sérieux, là, c'est fini. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est les choses de la vie, ça passe. Alors, Guira, je me souviens encore que quand tu quittais la sélection, tu te sentais, après 2 jours, on s'est appelé, tu avais l'impression de te sentir seul, pas forcément la solidarité. Les joueurs, ils t'appelaient. La solidarité de la fédération, tu l'as senti un peu absente quand même. Bon, il faut dire qu'au début, comme voilà, toute chose, en fait, moi, je positive toujours. Voilà, au début, elle était là. Oui, ça c'est clair. Le docteur Séré m'a accompagné elle était là, mais à un moment donné, bon, elle devient absente. Tout à fait. Bon, peut-être que, voilà, c'est peut-être normal. Bon, après, il faut passer à autre chose. Voilà, après, il faut passer à autre chose. Bon, je ne dirais pas que le ministère m'a abandonné. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Voilà, et puis bon, ça s'arrête là. Bon, la fédération, le président à l'époque, je n'ai reçu aucun message de lui, il faut le dire, voilà, ouvertement. Aucun message de lui. Bon, il paraîtrait que c'est ça même qui a créé quelques tensions au sein du groupe, parce que le président, ils sont venus saluer les joueurs, il n'a pas voulu venir me voir, voilà, donc c'est ce que les autres m'ont rapporté. Et les joueurs ont senti cette frustration. Voilà, quand les choses sont là, il faut le dire ouvertement. Voilà, pour moi, mais c'est pas... Tu n'as pas gardé rancune, voilà, la vie continue après. Voilà, à quoi ça me servirait que le président m'envoie un message pour me dire meilleure santé. Est-ce que cela allait guérir mon pied? Pas du tout. Donc, moi, je n'ai pas vu ça comme un souci. Voilà, comme un souci, comme mauvais. Moi, c'est pas... Voilà, c'est pas... Mais ce qui m'a... Voilà, mes coéquipiers ont fait ce qu'il y avait à faire, parce que c'est avec eux que je joue sur le terrain. Tout à fait. Le président, c'est peut-être un papa pour moi, c'est pas quelqu'un de ma génération. Je n'ai pas familiarisé avec un président. Tout à fait. Donc, mais bon, et ils l'ont mal pris. Beaucoup l'ont mal pris. Voilà, mais moi, personnellement, non. Alors, au-delà de ces moments un peu de tristesse, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dans ta carrière? Bon, le plus fier, c'est que, voilà, je dirais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas de regrets. J'ai donné ce que j'avais à donner. Voilà, j'ai donné tout ce que j'avais à donner sur un terrain de football. Donc, je peux dire que
dans ça, je sors la tête haute. Mm. Ce qui me rend fier, c'est cette reconnaissance aussi du public burkinabé. Ouais. Voilà, j'ai dit ça tout le temps. Moi, si je devais renaître, Mm. j'allais renaître encore burkinabé. Ah oui. Voilà. Oui, quand je sors d'ici, franchement, avec le nombreux voyages, je me sens encore plus fier d'être burkinabé. Parce que le burkinabé, il est unique. Ouais. Franchement, oui. Et si nous capitalisons sur ce que nous avons, je pense que nous allons être inarrêtables. Wow. Voilà. C'est des messages Ouais. qui réconfortent, qui donnent l'envie, en tout cas, de porter ce patriotisme-là au plus haut niveau et de le trimballer un peu partout où on se déplace. Adama Guira, quand tu portais le maillot des salons, comment tu te sentais? Ben oui, bon, je viens d'effleurer un peu ça. Oui. Et je sentais une... Il n'est pas comme le maillot du club, en fait, le Oui. maillot des étalons. Oui. C'est vrai que c'est le même football. Vous voyez souvent des gens qui marquent des triplés en Europe. Quand ils portent le maillot de la sélection nationale, ça les alourdit. Oui. Ils deviennent autre type de joueurs. Tout à fait. Parce que c'est pas les mêmes ambiances, c'est pesant. Ouais. C'est pesant et il faut avoir un autre type de mental pour aborder ces matchs. Ouais. Voilà, moi je pouvais jouer en club, peut-être, je ne sais pas, les gens ils disent souvent ils jouent en 5e division, en 6e division, mais quand j'arrive en sélection, je suis un autre type de joueur. Tout à fait. Mais par contre, il y a des gens qui jouent en première division, en Angleterre ou autre, ils sont bons les week-ends, mais ils viennent en sélection, ils ne sont pas bons. Tout à fait. Le mental est très très important quand on joue avec la sélection. Ça se prépare d'une manière différente en fait. Voilà, donc je dirais que le maillot de la sélection, c'est d'abord une fierté, une responsabilité et un honneur. D'accord. Alors aujourd'hui, la reconversion, ça allait un peu vite. Au début, on te voyait suivre des cours d'entraîneur. Oui. On était tous convaincus que c'était dans l'encadrement technique que tu allais te retrouver. Oui. Et un coup, on t'annonce à l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines, dans la zone B. C'est quoi la fonction? Bon, attention, c'est pas fini. Non, mais en fait, je suis toujours dans le football. Pour exercer, moi, je pense que pour exercer n'importe quel métier dans le football, il faut savoir le football. Ouais. Et pour savoir le football, ce cours d'entraîneur, moi, m'a permis de savoir beaucoup de choses. Voilà. Donc, au niveau de l'UFOAB, je suis le manager de développement du football masculin. D'accord. Bon, c'est quelque chose, c'est assez technique. Ouais. Donc, vous voyez que ce stage d'entraîneur a été la bienvenue. J'avais déjà même fait des stages d'entraîneur en Espagne. J'ai suivi beaucoup de fois les entraînements de l'équipe de première division de la Real Sociedad, de l'Atlético Bilbao. J'ai entraîné des cadets déjà là-bas quand j'étais avec les béquilles. Donc, je ne me suis pas arrêté. Le football, moi, je m'intéresse à toutes les composantes du football, en fait. Donc, du coup, quand cette annonce est venue, voilà, il faut dire que d'abord, j'ai été approché par le président de la fédération qui m'a dit « Ah, Gira, nous pensons que tu as un profil pour ce poste. Voilà, tu vas faire une interview avec ces gens. » Moi, j'ai fait ça sans même être convaincu que c'est ce que je voulais. Tout à fait. Et après, le lendemain, 3 jours après, je vois, on annonce que je suis déjà là-bas, quoi. Donc, bon, le président m'a dit, non, tu n'as pas réfléchi, il faut que tu partes. Donc, voilà, bon, moi, j'ai dit, bon, je sais que je peux le faire. Donc, du coup, pour l'instant, ça se passe bien. Oui. D'accord. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est peut-être, tu es dans l'antichambre pour regagner la CAF ou la FIFA? L'UFOA, ce n'est pas un passage d'expérimentation pour accumuler encore de la connaissance dans le développement du football? Bon, moi, je n'y pense pas. Hein. Ah oui? Moi, je n'y pense. Je travaille au jour le jour. Je n'y pense pas. Je ne me projette pas trop loin, en fait. J'apprends. Je fais mon travail. C'est qu'on me demande. Parce que j'ai des responsables, j'ai des directeurs, j'ai des présidents. Voilà, il y a quelque chose qui est déjà sur place. Nous sommes sous perfusion de la CAF. Il y a des programmes qui sont là. Même si, voilà, on a aussi notre petite idée là-dessus. On n'est pas décideur. Voilà, on propose. Mais il faut dire que, bon, moi, je me projette pas trop, quoi. C'est pas comme si, voilà, tu fais une carrière de footballeur, aujourd'hui tu joues au Racing, demain tu vas aller en Europe ou gravir les échelons. Moi, franchement, ce n'est pas la modestie qui te fait un peu j'ai pas l'ambition. J'ai pas. Elle n'est pas démesurée. Non, bon, j'ai pas de grandes ambitions par rapport à ça, en fait. Parce que là, déjà, j'ai découvert beaucoup de choses dans le football que je ne savais pas. Quand je suis sur le terrain, je ne savais pas tout le travail
je le raconte tout le temps, qui s'est fait avant, pendant et après les matchs. Ouais. Je n'avais aucune idée. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant. J'apprends tous les rouages et de l'organisation d'un seul match. Ouais. De l'organisation de comment ça se fait, le CMS, etc. etc. Qu'est-ce qui fait le coordinateur général, le commissaire, mais moi, j'avais aucune... C'est toute l'administration du football même que tu es en train d'apprendre. Exactement. Moi, je n'avais aucune idée de tout ça. Mais bon, comme je le disais tantôt, je pense que je vois rapidement et j'apprends rapidement. Donc, ce n'est plus un secret pour moi. Voilà. Alors, si tu n'avais pas été footballeur, qu'est-ce que tu aurais pu faire dans la vie? Moi, bon, tout petit, bon, déjà, il faut dire que si je n'avais pas été footballeur, je serais peut-être avocat. Ouais. Je pense, oui. Ouais. J'ai trop suivi les films des avocats, ouais. Voilà, où ils viennent, ils parlent. Bon, mais bon, tout petit, je ne savais pas ce que c'était un avocat. Mais après, quand tu vas au lycée, parce que j'ai commencé à faire la seconde A, et je me suis dit non, moi, je vais être avocat. Voilà, donc, bon, peut-être que c'était ce que j'allais faire, oui. Alors, quel est le plat préféré burkinabé que tu aimes manger? Riz, pâte d'arachide. Ça, c'est mon meilleur plat. Ah ouais? Oui. Un bon bobolais. Un bon bobolais, ça c'est... Avant un match, tu écoutes de la musique? Quel genre de musique? Avant, oui. Je fais... Bon, Kader, vous allez me faire dire des secrets. Je savais que le chapelet était toujours là. Ah, vous allez me dire le chapelet était là, le Coran est là, toujours en train de réciter des sourates. Il faut dire la vérité. Oui. Moi, avant un match, qu'est-ce que je faisais? Je n'écoutais pas le Coran avant un match. Oui. Non, bon, peut-être dans ma chambre avant de sortir, mais une fois que j'étais dans le bus, j'écoutais de la musique. J'aime trop les Yélène, des trucs comme ça. J'aime trop le rap. Moi, je n'écoute pas coupé, décalé, des trucs comme ça. Moi, j'écoute beaucoup le rap. J'écoute la musique, ça me motive. Voilà, pour aller au match et tout. Mais après le match dans le bus, moi, j'écoute le Coran. Voilà. Pourquoi? Parce que quand j'écoute le Coran, ça me refroidit. Ça t'apaise. Voilà, ça m'apaise. Et quand ça m'apaise, ça m'affaiblit. Alors que pour un match, tu ne dois pas être faible. Tout à fait. Voilà, tu dois être motivé. Voilà. Donc moi, j'écoute la musique. Ça peut servir à qui veut, pour me booster. Et après le match, bon, tu as gagné, l'adrénaline, tu as tendance à oublier. Là, je reviens, je mets les pieds sur terre. Ah, attention, tu as gagné aujourd'hui, tu peux perdre demain. Tout à fait. En ce moment, moi, j'écoute le Coran, ça m'adoucit et je rentre. C'est ce que je faisais. Alors, de tout ton passage en sélection, j'ai jamais vu à un moment donné où tes coéquipiers t'ont donné un surnom. Un surnom? Oui. Bon, ils m'en ont donné, hein. Peut-être que vous n'avez pas... Oui, on n'a pas trop suivi. Oui, peut-être que vous n'avez pas trop suivi. Bon, peut-être surnom comme ça. Non, moi, par exemple, au LOC, au lycée Ouaisin, au centre, bon, il y a beaucoup qui m'appelaient peut-être le métronome. Oui. Ça, c'est de par le poste même que tu jouais. Voilà, de par le poste. Bon, et en sélection, il y a Patrick qui m'appelait le sage. Oui. Voilà, beaucoup. Parce que... quoi encore? Bon, si, ils m'ont donné quelques surnoms quand même. Hein. Quel est le joueur le plus drôle que tu as rencontré? Le joueur qui te fait vraiment marrer dans le groupe? En sélection? Bon, en sélection ou en club? Je dirais qu'en sélection, c'est Steve. Hein? Oui. Steve, en plus, c'était mon pote. Ah oui? Oui, c'est le plus drôle. Oui. Ouais, parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, bon, tu vois, les gens, ils rigolent. Tout à fait. Voilà, je pense que c'est le gars le plus drôle que j'ai eu. Il a été mon cochambrier. C'est avec lui que j'ai traîné. Oui. Opposé aussi, hein, totalement opposé. On n'est jamais d'accord, mais on est toujours ensemble. Ouais, c'est vrai. Alors, si tu pouvais rejouer le match de ta vie, ça allait être lequel des matchs? Rejouer le match de ma vie. Ouais. Bon, moi, le match que j'ai plus aimé en sélection déjà, c'est le match qu'on fait en Algérie où on fait 2-2 à Blida. Oui. Avec Kambo Malo. Tout à fait. Éliminatoire Coupe du Monde 2022. C'est ça. Ouais, là, déjà, l'ambiance... À 2 reprises, on est mené, on revient au score. Ouais. On revient au score. Là, déjà, l'ambiance d'avant-match, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, c'était le match, déjà... il y avait le Covid avant, et c'était le match où on permettait au public de rentrer. Tout à fait. L'Algérie avait fait peut-être 2 ans sans public, et on permet au public de rentrer dans le stade. Je me rappelle, ce match, quand on quitte Alger jusqu'à Blida, à chaque
pratiquement 1 kilomètre, on voyait des policiers qui étaient stationnés. Tout à fait. Mais c'était incroyable. L'ambiance, on arrive au stade à 3 heures d'avant-match ou quelque chose comme le stade, il est déjà rempli. Ouais. Ouais, et on fait un match fantastique. Ouais. On fait un match fantastique. On ne gagne pas ce match juste parce que, voilà, sur des détails. Tout à fait. Sinon, c'est un match que tu joues, après tu sors, tu dis, vraiment, vous avez tout donné. On a fait ce qu'il fallait faire. Oui. Alors, si tu avais un message ou un conseil à te donner d'il y a 15 ans de cela, tu diminues ton âge de 15 ans et tu te donnes des conseils pour poursuivre le reste de ta carrière. Écoute-toi toi-même. Moi, c'est ça, j'ai ça clairement. J'ai un peu trop écouté voilà, les autres, oui. Si je m'étais écouté moi-même, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Pour finir cette émission, Alain, quel est le conseil que tu donnes aux jeunes footballeurs qui veulent embrasser la carrière? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Voilà, c'est d'être eux-mêmes, d'être des bosseurs. Surtout de ne pas prendre la grosse tête après une victoire. Voilà. Il faut rester toujours soi-même. Il faut rester toujours soi-même. Des pieds sur terre. Pas trop de folie. Et le reste, ça va suivre tranquillement. Oui. En tout cas, c'est sur ces conseils d'Adama Guira que nous allons mettre un terme à cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre, surtout quand on a un invité comme Guira, la tête sur les épaules, bien rangé, très intelligent, qui, on va dire, peut-être qu'après tout ce parcours UFOAB, CAF, FIFA, un jour reviendra sur le terrain comme entraîneur, comme technicien de football. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt avec d'autres invités à Champions Story pour découvrir des histoires encore plus passionnantes et plus belles.